Ok, je crois qu'on peut commencer maintenant. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Noah Sharma. Je suis Senior Program Assistant chez Digital Square à Perth. Je suis basé à Seattle. Euh, Avant de commencer, j'ai quelques points d'entretien avant de commencer. Euh, euh, Comme vous le savez déjà, ce webinaire est enregistré et sauvegardé sur notre Wikipédia. On va partager l'enregistrement et les diapositives et tout ça de la présentation avec vous après cette session. Euh, Nous vous invitons à revoir les contenus vous-même et le partager avec vos collègues. Nous vous invitons également de partager vos commentaires et vos questions. Veuillez les déposer dans le boîte de dialogue QR sur votre écran ou même dans le chat, ça marche aussi. Et pendant la présentation, si vous pensez à une question pour l'orateur, à un moment donné, tapez-la dans cette boîte, dans le chat, je le poserai à notre orateur à ce moment-là où je le garderai pour la discussion pendant la séance de questions-réponses à la fin. Je crois qu'on a quelques minutes ici avant de commencer. Je veux dire merci à M. José de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais le présenter juste un petit peu. Euh, José, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Je disais, je suis là, je lutte contre la technologie en ce moment-là, mais oui, je suis là. Salut, OK, bonjour. super. Je vais faire une petite présentation pour toi. Euh, J'imagine que vous le connaissez déjà, mais ça, c'est José. Il est consultant en gestion des données, normes et interopérabilité, travaillant dans le secteur des technologies de l'information et des données de santé depuis presque 20 ans, ou plus de 20 ans même. José a développé les produits de santé Orbis et Ampax BI. En outre, il a participé à des projets d'intégration tels que le développement des systèmes d'intégration et d'analyse des données en Europe et en Amérique latine, des intégrations dans un grand groupe hospitalier à Paris et a contribué au cadre national d'intégration en Belgique. José est coprésident d'IHE Pharmacie, ainsi qu'un fervent partisan et contributeur de FHIR. FHIR, ça c'est ce groupe-là. Depuis 2009, José contribue à l'élaboration des normes mondiales dans le domaine de la santé. Il a également facilité le lancement des groupes de travail HL7 et IHE au Brésil, au Portugal et en Belgique. Et avec ça, José, je vous donne la parole pour ta présentation. Merci, merci Noah. Euh, bonjour. Je voudrais, après cette gentille présentation, je voudrais présenter un peu le contenu de notre session. Désolé. Euh, je, je voudrais, oui, alors, nos présentations, je ne sais pas, Noah, si je dois partager mon écran. Ah oui, bien sûr, vas-y. Je le présente alors. Cette session, c'est une session alors, comme vous voyez, c'est pas, le français, c'est pas ma langue principale, donc j'essaie un peu de parler. Donc, je vous demande déjà votre compréhension pour mes erreurs de grammatique et tout ça en français. Mais bon, on se comprendra parce que la plupart des concepts seront de la technologie dont vous êtes sûrement très familiarisés avec eux. Donc, la session aujourd'hui, c'est une session de awareness, de remise à niveau, de qu'est-ce qu'on a dans Fire. Donc, c'est une petite introduction, ce n'est pas une formation de Fire. On va voir beaucoup de choses, mais on ne va pas entrer au détail à cause du temps. On ne peut pas entrer à tous les détails de tous les aspects. Mais en sachant qu'on a le standard Fire, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vérifier
à quoi ça sert, comment est-ce que je peux l'utiliser, quels sont les problèmes que ça va me résoudre ou non, quelles sont les autres choses qu'on devrait avoir en compte quand on veut implémenter Fire, où est-ce que je peux trouver plus d'aide, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est en ressources, etc. Donc, c'est ça le type de questions qu'on va adresser aujourd'hui. Et pour ça, je vais démarrer par une très brève introduction du contexte de Digital Square. Donc, dans Digital Square, on fait ces présentations, c'est une awareness, c'est pas une, comme je dis, une formation. Pour avoir une formation en Fire, il y a des autres ressources. Donc, on vous remet vers les ressources Fire, les formations Fire, etc., qui sont disponibles notamment par HL7. On n'est pas ici, on ne va pas faire une formation, mais vous aurez accès, il y a plein d'offres pour la formation. Désolé, j'essaie de présenter mon écran. Et c'est où? Ah, c'est ici. Share screen. OK. Alors, j'espère que mon écran soit visible. Oui, on le voit. Alors, c'est comment? C'est le F5. Je vais prendre. Oui, voilà. Donc, on va voir le basique, à quoi ça sert, comme je viens de dire, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on le met en pratique, comment est-ce qu'on peut travailler avec Fire. Ce n'est pas une formation. Voici le disclaimer, c'est on n'a pas, on prend des matériels qui sont disponibles chez Fire et des autres institutions, des autres groupes de travail. On prend ça pour présenter à la communauté ce qui est Fire, ce n'est pas une formation, comme j'ai dit. Tous les documents qu'on présente sont libres et sont de libre accès. Vous pouvez toujours utiliser ces informations, ces slides. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est exactement de dire, voici une grande quantité de slides, des aspects, on va les toucher à tous, mais on ne va pas entrer dans les détails de tous les slides. Pourquoi? Parce que ça vous donne aussi la possibilité après ça, de vérifier, essayer, soit dans les slides, soit dans l'aspect Fire qu'on va naviguer ensemble, comment est-ce qu'on peut utiliser Fire. Donc, l'objectif d'ici, c'est de montrer qu'est-ce qu'il existe et comment ça fonctionne ensemble, pas de rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est une source et l'autre source, etc. Donc, un des points les plus importants de Fire, c'est la communauté. On a une très bonne communauté en Fire. C'est, à mon avis, c'est une des raisons de l'énorme succès de Fire, c'est la communauté. C'est vraiment orienté à la communauté. On fait beaucoup d'outils, reference implémentation de références, etc. On fait tout ça pour la communauté. Et ça, donc ça aide aux éditeurs de logiciels, ça aide à la communauté. Donc, la communauté a un point très fort de Fire, tout le monde veut collaborer. Donc, si à un moment donné, si quelqu'un a une doute, une question, est-ce que je peux faire ça ou ça, est-ce que quelqu'un s'occupe de ça, je voudrais échanger des expériences, on a la chose plus importante, c'est on a une communauté, c'est la communauté Fire, disponible via chat, donc une application de chat, dans chat.fire.org, où je vous conseille d'après maintenant de créer une compte dans le chat.fire.org. C'est là où les éditeurs de Fire, les gens qui l'implémentent sont là pour échanger des expériences. Community.fire.org, c'est plutôt c'est doute online, mais c'est pas réponse real time. Hein, on pose une question et demain on arrive, ou dans quelques heures on arrive pour voir si quelqu'un a répondu à la question. Mais la plupart des informations plus intéressantes, je dirais, ou les discussions live sont dans chat.fire.org. Il y a aussi des événements pour la communauté, notamment Dev Days 2023, c'est à Amsterdam. Voici les frais, voici les réductions pour les pays qui sont éligibles pour ça. Mais c'est
c'est quelque chose que je peux conseiller de participer de la communauté, soit dans les événements, soit en demandant des questions ou en faisant des choses et en essayant et après en ayant des questions. Je conseille ça vivement d'avoir une bonne participation dans la communauté Fire. Plus actif, plus passif, ça n'importe pas, mais c'est bon de participer, de voir qu'est-ce qu'il y a là. Alors, on démarre par où est-ce qu'on est dans le buzzword, le concept de normes et standards, où est-ce qu'on est avec Fire? Quand on parle de Fire, on parle d'un standard technique, et quand on parle de standardisation, on dit que normalement, on veut être conforme à une norme ou on veut être conforme à les normes parce qu'on est obligé, ou on veut mettre notre solution compatible, soit pour exporter ou pour importer des autres solutions qui sont dans les autres pays. Donc, prendre en charge l'internationalisation, c'est une bonne motivation pour standardiser. Ou si dans mon pays, j'ai déjà une solution implémentée et je dois être compatible, là, c'est encore une raison de normalisation, de standardisation. De plus en plus important aujourd'hui, c'est si j'ai mes données, mais l'autre organisation a ses données, est-ce qu'on doit se mettre d'accord? Comment est-ce que ces données devraient être normalisées pour que ma interprétation des données soit la même que de l'autre société, de l'autre logiciel? C'est une autre motivation. Et finalement, réduire la complexité. Donc, on a des standards exactement pour ça. Donc, dans votre pays, vous aurez sûrement des motivations différentes pour adopter Fire. On veut faire Fire parce que c'est une bonne idée, parce que tout le monde le fait. C'est bon. En pratique, c'est la plupart des pays le font aujourd'hui. Ou on a un problème spécifique avec les terminologies, avec ça, ou on a un standard qui est déjà ancien, qui ne fonctionne plus. On doit faire quelque chose. Donc, il y a des motivations. Une chose que c'est important, c'est simplement pour qu'on connaisse notre impact, l'impact de Fire. Fire, c'est un standard technique. Ce n'est pas un standard physique ou un standard de transmission de données à un niveau binaire, je dirais. C'est comment est-ce que deux applications peuvent parler l'une avec l'autre. Donc, c'est le niveau 7. Et ça, c'est la raison de HL7, ça s'appelle HL7, c'est Health Level 7, parce que c'est dans le niveau 7 de la OSI Layered Levels. Pour ceux de vous qui s'occupent de l'architecture, dans la Zachman Framework, on est dans le data detail, donc on est le physical data dans cette région-là. Donc, Fire ne répond pas, comment dire, Fire même ne répond pas aux questions de restructuration de processus, mais si un peu, mais c'est plutôt la définition physique des données et des processus de changement. Donc, par exemple, comment est-ce que je fais une search, comment est-ce que je pose mes recherches ou mes données dans un autre système? C'est à ça que Fire répond. Pas comment est-ce qu'on doit mettre notre système de prescription de médicaments dans notre pays. Ça peut se baser sur Fire, mais c'est un autre niveau un peu plus haut. Alors, j'avance. Dans les niveaux d'information, aussi pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, on a les modèles de données logiques, on pourrait dire même conceptuels plus haut, mais logique, c'est fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le physique. Physique, c'est comment est-ce que ça est transmis, mis en œuvre. Et ça, c'est la couche de Fire. Donc, la couche Fire, c'est la couche physique. Mais on peut utiliser Fire pour aider à modéler la couche logique. Si on a du temps aujourd'hui, je l'explique. Donc, Fire, ça veut dire Fast Healthcare Interoperability Resources. C'est une spécification technique pour l'échange de données, pas nécessairement pour l'hébergement, pas pour l'hébergement des données. C'est spécification calculable, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est computable specifications. Donc, on verra que tout dans Fire, ou presque tout dans Fire, ce n'est pas du texte libre. C'est des objets, des JSON XML qui se valident eux-mêmes. Ça reste extrêmement important parce que à la mesure qu'on fait des spécifications, qu'on travaille avec Fire, on n'a pas besoin de vérifier si l'exemple
si je fais un profil national pour le patient de mon pays et je fais un exemple, je n'ai pas besoin de vérifier que mon patient est conforme mon profil ou ma spécification. Non, les spécifications sont faites de telle manière qu'on peut dire à une machine, à un système qui existe déjà, hier de valider si ça est compatible avec ça. Et ça nous apporte des énormes avantages en termes d'implémentation. Donc, Computable Specifications, ça veut dire la gestion de la documentation, c'est plus clair, la gestion de testing, c'est plus clair, la gestion de validation et de mise en œuvre. Par exemple, si je veux faire un serveur, comment est-ce que je mets les terminologies, les value sets? Ouais, on peut les taper à la main ou on peut mettre l'objet de file, le XML ou JSON de file dans le serveur et le serveur connaît ça parce que c'est standard. Donc, ça agilise énormément la mise en œuvre de Fire. Donc, Fire définit des objets de données standards, donc des ressources, et on a des différentes techniques et façons de mettre ces ressources ensemble. Par exemple, si je fais une prescription, c'est normalement, la prescription contient les données de la prescription, quand est-ce que le patient va faire le traitement, démarrer, etc. La condition peut être la condition pour laquelle le médicament a été prescrit, le médicament même et le patient. Donc, ce sont 4 objets qu'on pourrait mettre ensemble dans une chose qu'on pourrait appeler prescription. Oui, donc, c'est une communauté. J'utilise souvent ce diagramme-là, c'est les aspects qui sont touchés par Fire. Et je regarde si on a des questions. Prière de m'interrompre, la session aujourd'hui c'est assez courte. Donc, prière d'interrompre et de participer si quelque chose n'est pas clair ou s'il y a des points qu'on voudrait bien adresser. Dans Fire, on parle de Information and Data Model, donc c'est les ressources qui contiennent des éléments de données et les éléments de données ont un data type, donc un type de données, donc c'est la base. Certains éléments peuvent être liés à un value set, et le value set arrive dans le code system. Donc, on a aussi la partie terminologique, j'explique cette part en plus de détail, mais c'est les ressources avec des éléments qui contiennent les data types, qui sont liés, peut-être quelques éléments sont liés à la terminologie. Pour travailler avec ça, on a des aspects de comment accéder à ça. On a des choses comme Fire Operations, Fire Resources qui sont là, Search, Bulk Data. On a différents types d'abordages pour accéder aux données d'une perspective plus fonctionnelle. Et techniquement, le transport des données. SOAP, REST, Messages, Documents, GraphQL, on a une bonne quantité de préconisation de la norme Fire pour dire qu'est-ce que Fire nous permet de faire et comment est-ce qu'on fait ça. Par exemple, si on dit REST API fonctionne exactement comme ça veut dire que je peux faire mon client pour Fire et je sais que l'autre collègue, l'autre compagnie, l'autre ministère va faire la même chose parce que la norme est exactement la même. Donc, c'est ça que Fire nous présente. Et à côté, on peut faire un peu de modélisation, donc les données de mapping, de savoir est-ce que ça correspond à ça ou non. Et Implementation Support, c'est la validation, la construction des spécifications presque semi-automatiquement, la validation de conformance et les implémentations de référence, parce qu'on on a une bonne quantité, pas mal de serveurs Fire, des bibliothèques Fire. Donc, si vous travaillez en Java, JavaScript, Python, etc., il y a sûrement une bibliothèque pour travailler, pour démarrer aujourd'hui avec Fire. Donc, je présume que tous, la plupart de nous auront déjà vu l'aspect Fire. Elle est ici. Donc, la version courante de Fire, la dernière version qui a été publiée, c'est toujours, c'est hs7.org/fire, pas fire.org, mais hs7.org/fire. Et la version en développement, donc la version qui ont travaillé aujourd'hui pour, dans quelques mois, faire une nouvelle release, c'est toujours dans build.fire.org. Je mentionne ça parce que normalement, c'est ça qu'on va adopter. La version, quelle que soit, si c'est la 4, 4B, 5, 6, c'est la version qui est toujours dans cette website-là. Mais
peut-être j'ai aujourd'hui des questions et je vais voir, oh, c'est pas clair dans la norme, qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais jeter l'œil à la version suivante, donc la version qui est en train d'être préparée, pour vérifier si sur ce sujet-là, il y a des changements. Est-ce qu'il y a, donc, si j'ai des doutes sur patient gender ou gender identity, ou si j'ai des questions, comment faire une allergie, par exemple, ou est-ce que les valeurs sont là et vont changer ou non, je peux jeter l'œil à la prochaine édition de Fire pour voir est-ce que ça va changer, comment est-ce que ça va changer. C'est toujours utile. Et c'est toujours en ligne. Donc, je rentre un peu dans l'aspect, comment est-ce que ça fonctionne Fire. Comme j'ai montré dans le diagramme, on a des éléments, tous les éléments en data type, mais on a différents types d'éléments. On a un élément de données. Data type, techniquement, dans Fire, c'est une child class, je ne sais pas comment dire en français, d'un élément. On a des ressources qui sont basées sur le même concept base. Donc, on a des éléments, soit des éléments de données, soit des types de données. Et on a des ressources qui peuvent être ressources alors, génériques ou des ressources domain resources, on l'appelle en Fire, c'est la plupart des ressources qu'on va travailler, c'est domain resources. Donc, c'est tout ce qui existe en Fire, domain resource, alors toutes les ressources qui existent en Fire, domain resources, c'est les ressources, je dirais, plutôt cliniques ou plutôt opérationnelles qu'on va travailler. Et pour ce, on a ID et des règles, langue, etc. Mais on a aussi du texte, on a des extensions, c'est très important. Donc, on a des choses qui sont communes à tous les ressources qui ont travaillé en Fire. On a aussi des ressources canoniques. C'est pour des choses plus techniques. J'explique un peu après. Mais donc, c'est tout subclasses de la même classe. Donc, on a plusieurs types de ressources. Et ces ressources sont, alors, ces ressources ont des éléments. Les éléments ont des data types, des types de données. Les types de données sont aussi décrits dans la spécification. Alors, en fait, je peux l'ouvrir ici pour vérifier. Alors, sur le data type, la bonne avantage de faire, c'est everything is online. Hein. C'est tout là, on peut toujours consulter donc les data types. Voici. Et si on clique ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un codable concept. OK, je vais voir. Codable concept, c'est un élément qui contient, alors voici un élément qui contient le coding et le texte. Oh, le texte est du type string, OK, mais le coding est du type coding. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, okay. Coding zero to many, coding. OK, qu'est-ce que ça veut dire coding? OK, voici le coding, c'est un code avec un système, avec une version, etc. J'explique un peu plus après qu'est-ce que ça veut dire. Alors, des exemples, comment travailler avec ça. Mais l'objectif ici, c'est de dire que tout est spécifié, tout est navigable. Je ne sais pas si c'est un bon mot. La spécification est assez complète et on essaie de la laisser de plus en plus complète. Donc, c'est les data types. Voici ce qu'on a vu des différents types de données. Ça, par exemple, c'est les primitive types, les éléments qui existent avec une seule position de données. Ça c'est la base de tout. Mais on a aussi les ressources, les types de données plus complexes. Par exemple, comme on vient de voir, les ressources Codable Concept qui contenait un coding qui contient les strings et le code, etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut parcourir les specs Fire. À quoi ça sert ou comment est-ce que ça se révèle dans les specs? Par exemple, si on a le codable concept ici, on a le codable concept qui contient un coding en texte, le coding contient ça. Et si on a le human name, c'est un autre type de données, ça. Et dans un patient, par exemple, on a une ressource type, resource type patient. On a le identifier. Alors, je peux montrer ça. Je ne sais pas si c'est ici. C'était là. Pardon. Une autre petit truc, c'est toujours, on peut toujours, pour les ressources, on peut taper les ressources dans l'URL et ça nous ramène aux sources. Donc,
Je vois ici que le patient, c'est un objet, donc une ressource qui contient l'identifier, le status active or not, le nom du patient, le télécom du patient, le administrative gender, donc genre du patient, sexe, je ne sais pas quelle est la bonne expression là, la date de naissance, etc. Donc, ça sont les éléments. C'est la définition de ressource. Et voici un exemple. Ça, c'est l'information qu'on échange d'un système à l'autre. C'est ça, c'est ce XML ici. C'est un source type patient. Voici le ressource type. Voici l'ID. Donc, toutes les ressources ont un ID. Je peux montrer ça brièvement. Comme on a parlé du ressource. Donc, voici le patient, c'est un domain resource, mais on ne voit pas le ID là. Mais si je tape là, domain resource est du type ressource. Et si on va là, le ressource, si on a un ID. Donc, toutes les ressources, tous les domaines resources et le patient, naturellement, ont une position qui est ID. Donc, pour le patient, pas pour les autres, pas nécessairement pour les autres, mais le patient a un élément qui s'appelle identifier. OK. Zero to many. Donc, ça, c'est comme ça qu'on lit la norme. Patient identifier. This is summary information. So, ça, c'est une information qui c'est partie du sommaire. Je peux expliquer ça avant. Cardinality, c'est zero to many. Donc, ça veut dire que c'est optionnel et on peut en avoir plusieurs. Et type donné, c'est identifier. Donc, si je vais à la présentation, donc on a identifier. Donc, c'est zero to many. Donc, c'est plusieurs. Ça veut dire qu'en JSON, on aura une liste. Et la liste est avec le identifier. L'identifier, c'est le data type. Et si on voit ici l'identifier, c'est quand il y a le use, the type, system value, etc. Optionnel, tout ça. Donc, identifier, voici le type, c'est le type. Et le type est le codable concept. Et dans le codable concept, on a le coding. Voici le coding. Et dans le coding, on a le system code and display. Voici. Mais aussi, on a le type et le system and value. Donc, c'est ça. Donc, dans ce patient-là, on a l'identifiant du patient. Que dans ce cas, on a choisi que je vais donner un identifiant du patient. Ça pourrait être le numéro national du patient ou le numéro de passeport ou le numéro de medical record number, le numéro de l'EMR. Donc, pour ça, on peut dire voici le type d'identifiant. C'est le type, c'est pas un passport number, c'est un type, c'est un medical record number. Le système, c'est dans mon hôpital, c'est les identifiants pour les patients que j'utilise et la valeur de l'identifiant, c'est P0001. Donc, ça, c'est l'identifiant du patient, c'est le type d'identifiant et c'est le système sur le namespace, donc le système où cet identifiant est unique ou présumé unique pour ce patient-là. Et après, le reste, c'est la même chose. Donc, pour le patient, on a aussi le nom, c'est human name. Et si on voit là, human name, c'est use, optionnel, text, optionnel, family name. Ah, voici, donc le name, c'est ici, c'est aussi une liste, parce qu'on peut pas avoir plusieurs noms. Family name, given name, c'est une liste aussi, John, et le gender, donc le sexe du patient, et le birth date. Ah non, pardon, ça plupart du nom, ça c'est les éléments du patient. Donc, c'est très brièvement, et j'espère que ça a été assez suffisamment clair pour comprendre. C'est comme ça qu'on lie l'aspect, les types de données aux ressources et à l'instance des ressources. Donc, voici la ressource patient qui est définie dans l'aspect, qui contient les éléments qui sont d'un type de données, et c'est comme ça qu'on observe, qu'on conserve les ressources. Donc, pour savoir quels sont les types de ressources dans Fire, on a une page qui dit toutes les ressources de Fire. Je vais l'ouvrir. Donc, on a la liste par catégorie, alphabétique, par maturité. Je reviens sur ça dans quelques minutes.
Community, c'est les groupes qui travaillent sur ça. Normalement, pour les éditeurs, ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Alphabetical et category, c'est ça c'est les façons la façon plus facile de trouver les ressources. Alors, les ressources Fire. Alors, il y a des ressources spéciales dans Fire. Vous vous rappelez que j'ai montré les ressources canoniques ou les ressources que je disais qui sont un peu spéciales. Donc, on a les ressources comme patient, donc patient, medication, device. C'est clair. Donc, à quoi ça sert cliniquement. Mais on a aussi des ressources qui sont bons, qui ne sont pas pour être échangées dans la clinique, mais sont utiles pour nous, pour qu'on puisse définir comment ça va marcher. Par exemple, un bon exemple, c'est la terminologie. On a des ressources de terminologie en Fire, des code systems, value set, naming system, etc., qui nous servent par exemple, comment stocker de façon standard un value set. Donc, si dans mon pays, je détermine que la liste des gender identity, je sais pas comment, désolé, je sais pas comment dire en français, les identités de genre, je pense. Voici la liste publiquement ou officiellement acceptée pour la liste d'identité de genre dans mon pays. Je peux faire le value set, mais si je le fais d'une façon standard, c'est mieux parce que je peux l'intégrer dans les profils Fire, dans les ressources Fire que je transmets. Je peux les mettre dans la validation pour dire, pour vérifier si les codes qu'on reçoit sont effectivement les codes corrects. Donc, il y a des ressources, par exemple, le value set, le code system, le structure definition, j'y arrive, le search parameter sont des petits composants je dirais, de la partie de spécification. Pas de la partie clinique, mais de la partie de gestion de spécification. Donc, ils sont tous là dans la même page, de resource list, mais il y a des ressources qui sont soit la plateforme, soit pour terminologie, soit pour déterminer, par exemple, le structure map, c'est comment on map d'une structure à une autre structure. Donc, comment est-ce que je fais le mapping entre mon ressource Fire et un autre ressource Fire, un autre profil Fire dans notre pays. Comment est-ce que je fais un mapping entre un modèle de données et un autre modèle de données. Donc, on a ressources pour tout ça. Les ressources, par exemple, le bundle, c'est très commun. C'est basiquement comment est-ce que si j'ai 3-4 ressources que je dois transmettre ensemble, par exemple, ma prescription avec le patient, le médicament, etc., comment est-ce que je le mets ensemble? Donc, on a des ressources qui ne sont pas liées à une signification clinique, mais sont importantes en termes de travailler avec la technique et avec la spécification. Très brièvement, je regarde si on a des questions. Non. Le processus de développement de Fire, donc on a des groupes de travail qui analysent les besoins, qui prennent le contenu de la norme antérieure et qui font des améliorations. Pardon. Et c'est le groupe de travail HL7. Mais dans notre pays, on peut avoir nos groupes de travail, et en fait, on a de plus en plus de pays qui ont on s'appelle HR7 Affiliate, qui font dans chaque pays le même rôle d'HL7, donc, et une communauté de personnes qui travaillent soit pour un projet ou l'autre, mais pour l'avantage de la communauté. Donc, on travaille pour la communauté pour mettre un body of knowledge, une connaissance, pour augmenter la connaissance de standards et de la norme en France. Et ces organisations, ces groupes de travail peuvent faire la même chose d'améliorer le système Fire, les outils Fire, la communauté Fire, les outils, la documentation. On travaille tous pour le même objectif et ça apporte des niveaux de maturité. Donc, on démarre avec niveau 0 draft et tous les sources en Fire, tout ce que vous voyez en Fire, on aura, tout ça, c'est lié aux différents niveaux de maturité. Quand on propose une chose, c'est niveau 0. Si on a, OK, c'est accepté, on passe à un niveau suivant. Si on le teste avec des différents systèmes, donc on augmente la maturité, jusqu'à la fin, on dit FMM5, Fire, c'est OK, c'est basiquement, on est fini le développement de ça, on va sûrement l'améliorer un peu, mais on n'a pas des changements impactants. Donc, si je vois ici quelque chose FMM5, et on a déjà des ressources FMM5,
je sais qu'au futur, c'est une garantie que ça ne va pas changer. Donc, par exemple, les ressources d'infrastructure, c'est très important qu'ils ne changent pas parce que tout l'écosystème de Fire se base sur ça. Donc, les ressources, par exemple, pour le patient, c'est là. Mais quand on voit une page de ressources, je peux vous montrer ça directement dans la liste du patient. Comment est-ce qu'on lit la norme? Je suis ici dans la Fire, la build, mais je vais retourner à l'autre, à la courante, patient. Alors, comment est-ce que je vois, comment est-ce que je peux lire Fire? Pour une ressource, je vois ici, c'est ANSI, donc c'est normatif, c'est le niveau 5, c'est normatif, ça ne va pas changer, et c'est vert. Ça, c'est le groupe interne d'HL7 qui travaille avec ça, pour si on a des questions, si on a des doutes, des suggestions. Et ici, on décrit quel est le scope, de ressource, à quoi ça sert. Le scope de ressources, c'est, oui, comment est-ce que tu utilises ça? Quels sont les usages prévus dans ressources Fire? On a alors, c'est du texte. On a quelles sont les autres ressources qui font référence à ces ressources-là? Et la partie plus commune, plus intéressante peut-être, c'est la structure de ressources. Ici, on voit que voici le patient, la représentation orale, comme j'ai expliqué avant, c'est tout cliquable. Là, on peut tout cliquer pour voir, par exemple, le patient, c'est un domaine resource. Et on n'a pas même besoin de cliquer là. On voit que les éléments qui sont définis aux ancêtres, je ne sais pas comment dire, aux parents, grands-parents, etc., c'est ID, method. Donc, c'est les éléments, par exemple, l'élément ID que j'ai montré. Voici la structure. Chaque élément a une définition courte et aussi une définition plus longue. Par exemple, si je regarde ici le patient actif, par exemple, whether this patient's record is in active use, OK, ça m'explique. Mais si je veux savoir plus de détails, je peux cliquer là ou je peux même laisser le mouse pointer là pour voir plus de détails. Mais ces détails sont là, sont dans une autre section de la même page pour dire patient active, et voici la définition. S'il a le type, la cardinalité, is modifier, je peux expliquer ça plus avant. Le meaning is if, alors, mais si je n'explique pas, vous pouvez toujours cliquer ici pour voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment très bon de ne pas, voilà, de pouvoir naviguer sur ça. C'est pour ça que normalement, on a des dizaines de tables ouvertes dans le browser. Donc, on a plus de définitions là, mais je retourne à la page précédente. C'est la structure de ressources. On a la terminologie. Par exemple, ici, on voit que patient gender, c'est le value set de administrative gender. Je vais l'ouvrir. Voici les valeurs qui sont acceptées pour le patient gender dans le patient resource in Fire. Marital status, concept, etc. Et on va arriver aux aspects de terminologie, mais ici, c'est là qu'on voit quels sont les aspects de terminologie de ça. Constraint, c'est une chose aussi peut-être intéressante, plus avancée, mais c'est pour dire des contraintes techniques. Par exemple, ici, dans ce cas-là, le contact, alors, le patient, le ressource patient, toute instance de ressource patient devra contenir un contact ou, alors, dans le contact, soit je pense que c'est mieux de lire ça, c'est difficile pour moi de lire ça et ça en même temps. Donc, soit on a le nom, ou soit on a un contact de télécom, ou soit l'adresse, ou soit une organisation. Donc, ça, c'est l'expression pour le patient. Il y a une règle interne dans Fire qui dit ça doit être vrai. Si ça n'est pas vrai, la ressource n'est pas valable comme Fire Source. Et le système, donc le serveur, etc., vont valider que, attention, c'est pas conforme. Donc, si je fais une ressource patient sans nom, par exemple, si j'ai cette idée en termes d'anonymisation, c'est bon, mais ça va pas être accepté parce que soit on doit avoir un nom ou télécom ou adresse ou organisation. Alors, si je fais un ressource sans nom et si je n'ai aussi
pas le télécom et l'adresse et l'organisation, ça va être une ressource invalide. Donc, c'est pour dire que chaque ressource a les contraintes qui sont définies de cette façon. Les ressources, notamment les ressources plus maturées, ont aussi des descriptions d'usage, comment utiliser les ressources Fire, par exemple, comment faire le lien entre patients, la duplication, éviter la duplication, etc. Merge, patient merge, etc. On a de différentes considérations sur chaque ressource. Par exemple, le gender identity, hein, on a administrative gender, mais clinical sex, clinical gender, gender identity, on a défini dans le ressource patient, voici les points intéressants, les points potentiellement relevants pour l'analyse. Aussi, mother and newborn, donc des autres aspects relatifs aux ressources, aux données du patient. Le merging, patient matching, donc il y a microsession. Et à la fin, on a ici le search parameters. Search parameters, on peut le voir dans une des sessions suivantes. Search parameters, ça me dit, si je dois chercher un patient dans le serveur, ça sont les paramètres que par défaut je peux utiliser. Donc, je peux appeler un serveur et dire, prière de me donner tous les patients avec le statut actif vrai ou faux. Je peux dire tous les patients de cette adresse. Donc, c'est les paramètres de recherche que je peux utiliser pour les sources. Et toutes les sources définissent quels sont les attributs par lesquels ils sont recherchables. Désolé si ce n'est pas un bon mot. Alors, je retourne à la présentation. On n'est pas trop avancé, mais la partie essentielle, c'est exactement ça des ressources. Donc, j'avance. J'ai montré ça. Liaison technologique, on a vu ça. Les recherches, on a vu ça. Donc, voici notre instance de source. Très brièvement, la recherche Fire, on peut faire, par exemple, get all the patients, get the patient avec le ID, etc., parce que l'ID, c'est un paramètre de recherche. Et comme dans le patient, le birth date est aussi défini, par exemple, je peux rechercher des patients avec le birth date. Donc, c'est ça. Et pour plus d'informations, comment est-ce que la recherche Fire fonctionne, on a le lien là. Et aussi, on a une session dédiée à ça parce que c'est assez important. Donc, j'avance ça parce qu'on va avoir une session exactement sur ce topic-là. Pour les terminologies, on a vu que certains éléments sont du type de code ou codable concept. Donc, certains éléments, par exemple, le contact, le relationship ou le gender, sont sujets à un value set. Donc, dans Fire, dans l'aspect, si on voit un data type, je peux montrer, voici notre patient. Notre patient qui a, par exemple, le gender, on a le type donné, c'est codé, OK, mais toujours qu'on a un code, on peut voir quels sont les codés et ici, essentiellement, quelles sont les possibilités. Donc, ici, j'ai le value set, male, female, other unknown, administrative gender, c'est la liste des valeurs, et ça me dit que, c'est expliqué là, que je peux utiliser aucun autre. Donc, c'est les valeurs que je peux utiliser. Je peux utiliser que male, female, other and unknown. Si j'ai une autre valeur, je ne peux pas utiliser parce que dans cet élément-là, la contrainte est claire que, oui, c'est required. Required, ça veut dire que toutes les instances doivent utiliser un des valeurs de ça. Sinon, c'est pas compatible avec la norme. Par contre, le marital status, HCC a défini le marital status, donc quelques valeurs pour le marital status, mais on sait que ça dépend de la loi, etc. Donc, c'est extensible. Donc, on dit voici les codes, mais vous pouvez ajouter des autres codes. Donc, ça aussi, on a une session pour la terminologie qu'on va la voir dans quelques semaines. Oui, voici comment toutes les sources jouent. Donc, un élément, peut être, alors un élément, à cause de sa définition, est sujet à une value set. Le value set peut être lié à un concept map qui lie des différents value sets, mais c'est pour mapper, on n'a pas besoin de l'adresser aujourd'hui. Le value set
est une collection de valeurs d'un code system ou de plusieurs code systems. Donc, si on a le code system, par exemple, SNOMED, Fire dans le code d'observation, on peut dire SNOMED City Fracture Code, c'est un subset, un ensemble de codes qui sont de SNOMED, mais ce n'est pas l'entièreté de SNOMED. Et le naming system, c'est basiquement l'identifiant du code system. Donc, quand je dis voici le code 1, 2, 3, 4, 5 de SNOMED City, c'est ça l'expression snowmed.info/city que je mets là. Pour tout ça, on a la terminologie module qu'on utilise dans Fire. Donc, on a cette relation entre termes. Le plus important, c'est que les éléments sont sujets à un value set, toujours un value set, et le value set a des valeurs qui arrivent d'un code system ou de plusieurs code systems. Alors, une très petite pause pour voir si on a des questions ou si j'avance, on a encore un peu plus que 10 minutes. Je pense qu'on peut avancer rapidement vers les aspects essentiels. Je ne vois pas des questions, donc je ne veux pas interrompre, donc, mais vous pouvez m'interrompre, donc si vous pouvez taper les questions là et je les réponds. Un autre aspect de Fire, c'est comment est-ce qu'on les met ensemble. Donc, il y a des ressources qui ont un type de données que c'est reference, donc une référence à une autre ressource. Par exemple, si on a je sais pas, ça peut être une medication request, c'est une autre source. Il y a un élément qui s'appelle subject, et le subject n'est pas un code, n'est pas un identifier, c'est une référence à une autre ressource. Donc, c'est comme ça qu'on les lie. On a les liens d'une prescription. Donc, la prescription contient un lien vers le patient et vers le médicament et vers la condition, par exemple. Donc, c'est comme ça. Et ça, c'est une data type spécifique pour dire voici la référence. Et pour information, pour awareness, on peut faire la référence à une ressource qui existe. Donc, voici le sujet avec une référence pour les ressources qui vous trouverez dans le même serveur avec la référence patient/034, etc. Donc, c'est la référence à une ressource. Et pour attention, le patient/ ici, ça c'est le ID du patient. Donc, dans notre cas ici, de notre patient ici, c'est l'ID. Hein? C'est l'ID. Donc, ça, c'est l'ID dans le serveur. Je ne vais pas expliquer ça, mais tous les éléments ont un ID. L'ID, c'est l'ID qu'il est donné à la fois qu'il est créé. Donc, je crée une source dans le serveur ou dans ma spécification. À partir de là, il a toujours un ID, un unique ID. Et l'ID, je peux l'utiliser pas pour chercher ou aussi pour faire des références. Donc, c'est comme ça. Voici une référence directe, littérale. Littéral, ça veut dire que c'est exactement cette source-là. C'est une référence qui existe là. Ou alors, si ce n'est pas dans le même serveur, si je dis ce n'est pas dans mon serveur, mais c'est dans le serveur de référence, voici la référence. Et là, on met le full URL pour dire vous trouverez des ressources dans cette URL. Donc, je fais ma prescription et je dis sa prescription réfère au patient X. Je n'ai pas besoin de répéter le patient X parce que le patient X, c'est là, c'est modulaire, ça reste dans le serveur et je fais différentes ressources qui ont une référence vers le patient. Un autre aspect des références, c'est si je ne connais pas ou si je ne sais pas ou si je n'ai pas d'accès au serveur où le patient est stocké, je peux dire je vais faire une prescription pour le patient qui a le numéro de sécurité sociale ou le numéro de passeport X. En considérant que ça, ou en présumant que ça sera unique, un unique identifier, on peut dire la prescription, ce n'est pas une référence littérale vers un source, mais une référence, on l'appelle référence logique. Voici la prescription, c'est encore une référence, mais pour quelque chose qui est déterminé pas par le ID de ressources dans le serveur, mais par l'identifiant unique. Avec ça, on peut dire, voici la prescription pour la patient X avec le numéro national, par exemple, et je n'ai pas besoin de savoir si je trouverais ça dans mon serveur, l'autre serveur, le serveur de référence, ça n'importe. C'est l'identifiant unique.
très brièvement, on a une ressource spéciale et vous voyez ici que on a voulu de mettre normatif, donc c'est statique, ça ne va pas changer. C'est une ressource bundle. Bundle, c'est une ressource qui contient des autres ressources. C'est basiquement ça. Ça peut être utilisé pour faire des documents, des messages, des transactions. On va voir ça plus avant dans une autre session. Mais toutes les fois qu'on a beaucoup de ressources ou plus de ressources, on utilise un bundle. Par exemple, si je fais une recherche dans mon serveur hier de retourner tous les patients qui s'appellent José, ça va me donner pas un, mais plusieurs ressources. Et toutes les ressources vont être groupées dans un bundle. C'est comme ça alors c'est comme ça qu'on les groupe. Toutes les autres choses on peut définir le groupe, le bundle de type recherche ou de type transaction, c'est mettre trop de ressources beaucoup de ressources à la même fois dans un serveur. On a aussi une possibilité pour ça, mais l'essentiel, c'est que le bundle est une des ressources normatives et les ressources qui groupent les autres ressources Fire. Un autre aspect très important, c'est les extensions Fire. Fire est un standard de base. Donc, par exemple, comme on a vu, on ne peut pas mettre des autres genres du patient dans le value set. C'est que ces 4. Mais si on a besoin de quelque chose de notre part, Fire a une façon de créer des extensions. Les extensions sont elles-mêmes partie d'une spécification, donc ce n'est pas texte libre dans le JSON, on ne peut pas faire ça dans l'XML, on ne peut pas faire ça. On peut ajouter contenu qui n'est pas préconisé dans la norme, on peut l'ajouter en définant des extensions. Les extensions, c'est quelque chose, on peut le montrer dans une autre session, mais c'est un bloc, c'est une structure prédéfinie par nous ou par la norme ou par notre travail, qui dit cette extension s'applique dans cet élément et ça contient ça. Par exemple, l'extension translation, c'est très, très commun, contient deux choses, c'est la langue et le contenu. Donc, si j'ai une expression, par exemple, l'adresse du patient, si je suis à Bruxelles, j'ai l'adresse en français, par exemple, et je veux mettre l'adresse en néerlandais. Je peux mettre l'adresse originelle, je dirais, l'une des langues, et après, je peux mettre la traduction du patient, pardon, de l'adresse du patient, en disant voici la langue et voici le texte qui correspond à sa langue pour l'élément d'adresse. Donc, c'est un exemple d'extension. Donc, l'extension est définie par Fire dans ce cas, et on utilise ça et on le met dans la ressource. Voici un exemple d'extension. Donc, le source patient, l'extension, c'est le birthplace, par exemple, le place de naissance du patient. L'extension patient birthplace, c'est défini. On a une structure pour ça. On ne peut pas mettre ici ce qu'on veut. C'est défini ce qu'on fait. Ça doit être toujours en adresse. Et dans le data type address, on peut avoir city et country ou des autres, city et street, etc. Mais c'est comme ça. Donc, toutes les sources peuvent avoir une extension là. Et c'est comme ça qu'on les met. Donc, extension, c'est quelque chose qui c'est normal d'avoir. On doit éviter d'avoir trop d'extensions, mais c'est absolument normal et désirable qu'en étant la norme Fire pour notre objectif. Je pense qu'on est presque fini du temps et ça, c'est la partie, j'ai un peu plus d'implémentation, mais je vais très rapidement dire quels sont les next chapters. Fire nous permet de mettre du contenu ensemble dans REST, ou d'utiliser les ressources comme REST, ou de les mettre ensemble dans document, message ou faire des services. On va y arriver. Le reste, c'est la plus commune aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire ça dans la partie de recherche ou la partie d'implémentation, mais par exemple, c'est comme ça qu'on va obtenir les ressources X, les ressources 4.9, etc. dans mon serveur. Ça, c'est REST. Document, c'est une mélange, alors c'est une combinaison d'autres ressources. Subscription, Fire Subscriptions, abonnement, je peux dire, c'est comme un podcast, hein, je peux dire, est-ce qu'il y a des nouvelles sur ce sujet-là? Et la mise en œuvre de Fire, on a ici une très petite introduction
mais l'objectif, c'est de vous dire que ça existe parce qu'on a une session exactement pour comment est-ce qu'on va mettre ça. Très courtement, on a l'aspect base Fire. On peut avoir des ressources, par exemple OpenHAI, IHE, etc., qui sont là en top, donc qui ajoutent des contraintes et des extensions, par exemple. On peut avoir des orientations nationales, par exemple nos terminologies nationales, etc. Et tout ça, c'est en couche. Donc, on peut choisir toujours, je vais me baser sur la couche FAIR, ou je vais me baser sur la couche AHI, ou je vais me baser sur la couche nationale, qui se base sur ces autres. Et c'est un aspect très important de FAIR, c'est que c'est des dépendances, l'abordage en couche, ça fonctionne bien parce que ça nous permet de valider, ou de ne pas avoir besoin de tout valider, parce que si on se base dans une couche qui est automatiquement validée, on peut rester dans notre couche. Les outils, je vais très brièvement présenter. On a trop de serveurs disponibles Fire pour tester aujourd'hui. Donc, vous pouvez aujourd'hui tester des recherches, des posts, get, etc. dans les serveurs qui existent. On a aussi des open source implementations, des serveurs qui vous pouvez déployer vous-même si vous voulez. Mais principalement, la question, c'est à partir d'une très brève introduction comme cette-là, on peut avoir plus de discussions. On va discuter des terminologies, la recherche, la combinaison, l'élaboration d'implementation guides. C'est la chose que je pense que la plupart de nous va travailler. Et c'est ça. Donc, les prochaines sessions sont sur comment faire les profils Fire, donc nos specs, terminologie et les guides d'implémentation. Je pense que ça nous aidera avec ces 4 sessions. On sera prêt pour dire on comprend comment ça marche. Ça n'empêche pas d'avoir une formation, d'expérimenter et surtout de parler avec la communauté Fire. C'est ça. Désolé d'avoir parlé sûrement trop mal et trop vite. C'était trop de choses pour mentionner. J'espère que ça a été utile. Je n'observe pas des questions. Noah, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu vois des questions là sur le Zoom? Merci, José. Je ne vois pas de questions dans le chat. Il nous reste 1 minute, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat maintenant. Si on n'a pas le temps d'y répondre maintenant, on peut le faire plus tard par email ou quelque chose comme ça. Et oui, mais en ce moment-là, José, je ne vois pas de questions. OK, donc ma dernière recommandation, oui, on va partager les slides. Alors, c'est ça, on va partager les slides parce que tous les slides qu'on a fait sont dans notre Global Goods Community. On a toutes les sessions là. Les sessions en anglais on a déjà fait plusieurs sessions en anglais, vous le trouvez là. Et le Fireside Chat, donc on a des discussions informelles de parler avec Fire, qui fait quoi. Là, je suis que le modérateur, je ne suis pas le présentateur, mais on a des sessions régulières pour partager d'informations, partager des questions et surtout, engagez-vous sur chat.fire.org avec nos slides, demandez des questions par email, par les social media, comme vous voulez, mais participez. C'est très intéressant d'essayer de jouer un peu, d'appeler autres collègues et jouer avec eux, de voir qu'est-ce que les gens d'autres pays font. C'est très important parce que le système c'est ouvert, c'est libre. C'est vraiment intéressant de participer et demander des questions. Il n'y a pas des bonnes questions, il n'y a pas des mauvaises questions. Chat.fire.org, on est toujours là. Je dirais 24h/7. Il y a quelqu'un là 24 heures sur 24, mais c'est très utile de s'engager. C'est très bon de s'engager pour les techniciens et pour les gens qui sont dans le ministère qui doivent décider ça. Donc, c'est ça de mon côté. Merci beaucoup, José. OK. Il est l'heure maintenant, donc je crois qu'on doit terminer, mais merci beaucoup tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. On a hâte de vous revoir la prochaine fois. Et nous vous invitons de rester en contact avec nous, partager vos questions, tout ça. Mais avec ça, merci et à la prochaine. Merci bien. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.